L'antisionisme sera-t-il bientôt considéré comme une forme d'antisémitisme? C'est tout le sens de la proposition de la loi de la députée Renaissance Caroline Yadan. La loi a été adoptée au Sénat et revient à l'Assemblée dès la semaine prochaine, et ce, malgré la manœuvre du gouvernement qui a tenté d'accélérer l'ordre du jour pour l'étudier dès ce jeudi 2 avril. En cas d'adoption de cette loi pourrait criminaliser considérablement les discours de soutien à la cause palestinienne et de critique du régime colonial israélien. Pour en parler, on reçoit Clara, militante chez Tzedek, et Gabriel Catala, député La France Insoumise. Bonjour Clara. Bonjour. Bonjour Gabriel, merci d'être avec nous. Bonjour. Concrètement, quel risque entraîne cette proposition de loi sur la cause palestinienne en France? Je commence par vous Gabriel. Alors, c'est une loi qui est présentée comme une loi pour lutter contre l'antisémitisme, mais qui en réalité est une loi de répression. Puisque la loi Yadan, quand on regarde ses dispositions, c'est une loi qui élargit l'infraction d'apologie du terrorisme. C'est une loi qui crée un nouveau délit qui n'existe nulle part dans le monde, qui s'appellerait l'appel à la destruction ou à la négation d'un État reconnu par la République française. Donc c'est là que c'est assez drôle parce que Mme Yadan, au début, avait créé ce délit pour qu'il s'applique uniquement à Israël, c'est-à-dire pour pouvoir poursuivre, intimider, voire sanctionner les personnes qui utiliserait des slogans comme From the River to the Sea, ce qui est interprété par des personnes comme Madame Yadan comme un appel à la destruction d'Israël ou le fait de nier le droit d'Israël à exister, ce qui n'a aucun sens. Et maintenant, le délit tel qu'il existe dans la loi après son débat en commission, c'est un délit qui s'appliquerait aussi à la Palestine. Donc c'est un délit dont elle le dit elle-même. Le but, c'est de poursuivre et sanctionner les personnes qui utilisent le slogan From the River to the Sea. Et il y a un troisième délit qui est pour moi assez dangereux, qui, sous couvert de reprendre des jurisprudences existantes de la Cour de cassation, introduit en réalité une difficulté pour comparer les crimes contre l'humanité entre eux. Le but sous-jacent, on le sait, c'est que Mme Yadan ne peut pas supporter qu'on parle de génocide pour Israël ou qu'il y ait des comparaisons historiques entre la montée du nazisme en Allemagne dans les années 30 et des crimes qui seraient commis par le gouvernement d'Israël. Donc, c'est un article qui est très dangereux pour toutes les personnes qui font de la recherche. C'est là qui porte atteinte aux libertés académiques et qui voudraient comparer des crimes internationaux entre eux sans dire qu'ils sont équivalents, mais en faisant des analyses historiques, ce qui est, je crois, central lorsqu'on fait de la recherche. Donc là, la loi Yadan, on était censé peut-être même l'examiner demain matin, puisqu'ils ont essayé tout à l'heure de nous faire un coup de Trafalgar à l'Assemblée nationale, et donc de faire en sorte que l'ordre du jour, l'agenda de notre Assemblée soit modifié au dernier moment, 24 heures avant l'examen, ce qui n'était jamais arrivé, mais on a réussi à empêcher ça, et donc l'examen de la loi sera le 16 et 17 avril. Oui, on en parlait tout à l'heure justement de ce tentement de changement de l'ordre du jour. Clara, cette loi prétend lutter contre l'antisémitisme. Est-ce que vous êtes d'accord sur le fait que c'est plutôt une criminalisation de l'antisionisme? C'est évidemment une criminalisation de l'antisionisme parce que quand on voit le texte de loi, en fait, il se base sur la définition de l'antisémitisme de l'IHRA. Donc l'IHRA, c'est l'Observatoire du souvenir de l'Holocauste, il me semble. En fait, cette définition sur les 11 points d'exemple qui la constituent, 7 sont concentrés sur l'État d'Israël. Donc ça veut dire qu'en fait, il y a une assimilation entre l'antisionisme et l'antisémitisme. Donc ça veut dire que ça devient les deux notions deviennent hyper poreuses, et lutter contre l'antisémitisme, du coup, ça n'a plus beaucoup de sens vu que les Juifs sont assimilés à l'État d'Israël et l'État d'Israël est assimilé aux Juifs. Donc c'est plutôt une loi, comme le disait Gabriel, de criminalisation des mouvements en solidarité avec la Palestine. Gabriel, vous en parliez tout à l'heure de l'apologie du terrorisme. On pourrait se dire que l'arsenal de répression existant est déjà assez fourni en France. On l'a vu avec les convocations judiciaires de Rima Hassan, Mathilde Panot, mais aussi des syndicalistes de la CGT qui ont été condamnés, ou des associations palestiniennes. Pourquoi cette volonté de la Macronie d'ajouter cette loi ? Parce que on a bien vu depuis le 7 octobre que l'infraction d'apologie du terrorisme,
qui est une infraction d'ailleurs qui a été mise dans le code pénal sous le mandat de François Hollande par une loi de Bernard Cazeneuve, et qui à la base était une loi dans la loi de 1880 sur la liberté de la presse. L'apologie du terrorisme, c'est une infraction qui est très floue, où il n'y a aucune nécessité, quand les personnes la commettent, de vouloir réellement soutenir ou commettre un acte de terrorisme. Et donc, c'est la voie royale, vu les contours flous de cette infraction, pour intimider des personnes dont les propos ne seraient pas des propos qui conviennent au gouvernement en place. Et donc, cette infraction, elle permet, vu que la définition du terrorisme même est floue, de poursuivre des personnes qui rappellent que, par exemple, un peuple, en l'occurrence le peuple palestinien, qui est un peuple colonisé, occupé, qui subit un apartheid, selon les normes des Nations Unies, a le droit à la résistance. Et donc, avoir le droit à la résistance, chez eux, ça veut dire forcément soutenir les crimes du Hamas, ce qui est deux choses différentes. Et cette droit d'apologie, pour certains, ne va pas assez loin, puisque quand on regarde les statistiques depuis le 7 octobre 2023, après le 7 octobre, il y a eu une circulaire d'Éric Dupond-Moretti pour demander au procureur, au parquet, de poursuivre systématiquement toutes les personnes qui feraient l'apologie du 7 octobre ou qui diraient que c'est de la résistance ou je ne sais quoi. Sauf que ça a été interprété d'une manière assez large et c'était, je pense, le but. Et donc, on a eu un record de poursuites et de condamnations. Mediapart en a dénombré, je crois, 350 condamnations depuis le 7 octobre. Certaines certaines pour le soutien à la Palestine, d'autres pour un soutien au Hamas, qui là est bien sûr beaucoup plus discutable, et d'autres bien sûr pour des infractions sur soutien au djihad islamiste, sûrement qui n'ont rien à voir avec le conflit israélo-palestinien. Mais le problème de cette infraction, pour certains, c'est qu'elle va pas assez loin, parce qu'il y a aussi eu un certain nombre de relax. C'est-à-dire qu'on l'a vu avec ce syndicaliste CGT du Nord, qui a été relaxé après un communiqué en appel. Donc il avait quand même été condamné en première instance. Il a été relaxé en appel, et c'est pour ça que là, la loi de Madame Yadan va faire en sorte qu'il y ait des termes encore plus flous tels qu'elle réécrit cette infraction, par exemple provoquer implicitement, en minorant ou en banalisant, donc on ne sait pas bien ce que ça veut dire juridiquement, pour faire en sorte que davantage d'actes et de propos puissent rentrer dans le cadre de cette infraction. Oui. Oui, pardon, allez-y. Et Clara, tu en parlais tout à l'heure, mais quelles conséquences ça peut avoir d'assimiler la communauté juive automatiquement à l'État israélien? Est-ce que ça ne met pas aussi en danger la communauté juive? Évidemment, puis c'est aussi une négation d'une historicité dans les communautés juives, qui est qu'il y a toujours eu des juifs antisionistes depuis l'existence du sionisme. On pense par exemple au Bund en Europe de l'Est, des figures comme Abraham Sarfati. Enfin, l'antisionisme, il a toujours existé en fait. Ça n'a jamais été uniforme. Et le fait d'uniformiser et d'assimiler au gouvernement israélien, ça nous met en danger. Mais aussi, en fait, ça dévoie de la réelle lutte contre l'antisémitisme qui aujourd'hui se concentre à l'extrême droite, en fait. On pense par exemple à Quentin Derenc, ses tweets soutenant Adolf Hitler. On pense aussi aux tracts qui ont été distribués à Mulhouse dans les boîtes aux lettres, qui disaient qu'il fallait lutter contre les médias juifs en faisant une union de la race blanche. La vraie lutte contre l'antisémitisme, en fait, elle est là. Elle n'est pas dans le mouvement pro-palestinien. Justement, le mouvement pro-palestinien dont tu parles, y a-t-il une volonté politique de la Macronie de faire taire la cause palestinienne après la mobilisation de ces dernières années? Oui, clairement. C'est clair. Mais pour continuer là-dessus, on va parler des socialistes, parce que plusieurs élus socialistes ont co-signé cette proposition de loi. Y a-t-il une gauche coloniale en France? Peut-être commencer par Gabriel. Oui, alors il y a effectivement, vous l'avez rappelé, d'une manière scandaleuse, j'ai envie de dire, il y a 4 députés socialistes qui ont soutenu ce texte Yadan dans sa rédaction initiale, c'est-à-dire quand les dispositions proposées étaient encore plus graves avant qu'elles soient modifiées en commission par l'Assemblée.
Et parmi ces signataires, d'ailleurs, il y avait M. Grégoire qui a retiré sa signature avant de démarrer sa campagne à la mairie de Paris. Et oui, il y a une gauche, en fait, pour moi, coloniale, c'est-à-dire qui est incapable de se défaire de son esprit colonialiste et de remettre en cause le colonialisme israélien. Parce que au-delà du génocide, au-delà là, de la peine de mort qui est mise en place, une peine de mort raciste uniquement pour les Palestiniens, c'est une gauche qu'on entend très rarement sur les crimes commis de manière quotidienne par Israël. Alors je me permets la question Paul un Ouais. peu, Gabriel, mais pourquoi continuer de s'associer à elle du coup? Eh bien, alors moi, je pense pas m'être associé à M. Grégoire. Hein, Oui, mais je parlais d'ailleurs, du Parti socialiste en général. le Parti socialiste, moi, je déplore totalement qu'ils aient signé cette loi Yadan. Et là, dans tous les cas, il vous aura pas échappé que on n'est plus du tout lié avec eux. C'est-à-dire qu'ils ont même publié un communiqué avant les municipales où, pour la première fois, ils ont pris une position en disant que nous étions antisémites et qu'il n'y aurait plus jamais de lien avec nous. Et donc, ce sont eux qui, en fait, de fait, se sont exclus de l'alliance du NFP en bafouant son programme à la première occasion venue. Le respect du programme n'a pas duré longtemps. Et c'est pas que sur les questions internationales, hein, ou antiracistes, c'est aussi sur toutes les questions sociales, environnementales. Et donc, moi, je ne me sens plus lié du tout avec le Parti socialiste. Mais si après vous voulez parler des alliances qui ont pu avoir lieu au second tour pour les municipales pour éviter l'extrême droite ou la droite extrême de Retailleau dans certaines communes, là le sujet est différent, puisque nous avons pu soit faire des fusions techniques, soit faire des fusions programmatiques avec un engagement clair, à proportion des résultats du premier tour, et pour éviter que des communes basculent à droite ou à l'extrême droite. Cette extrême droite, justement, et cette droite radicalisée, on a l'impression qu'il y a tout un rebranding qui a été fait sur l'antisémitisme, qu'il y a une inversion des valeurs, et que c'est vraiment la gauche qui a le soupçon permanent de l'antisémitisme. Quelles conséquences ça peut avoir sur la lutte contre l'antisémitisme? Ça la rend inefficace en fait, parce qu'il y a une volonté de discréditer des partis et des mouvements décoloniaux qui proposent un antiracisme de rupture, une gauche de rupture, et le fait d'attribuer cet antisémitisme là à cette gauche-là, c'est de discréditer en fait ce qu'il y a derrière, les valeurs qu'il y a derrière. Et voilà, c'est assez déplorable de voir qu'on a la mémoire courte finalement et que l'extrême droite a toujours été antisémite et sera toujours antisémite. Et on a beau changer le nom du FN par le RN, on n'oublie pas que c'est un parti qui a été fondé par des Waffen-SS et qui continue de travailler avec, de manière plus discrète, mais avec des groupuscules qui sont des antisémites notoires, comme l'Action française, comme l'Action française, déjà, notamment, c'est déjà bien. C'est déjà pas mal, hein. Voilà. Ouais, une question un peu cynique peut-être. Gabriel, à quoi sert la répression de la cause palestinienne? Est-ce qu'il y a une peur que le soutien à la Palestine finisse par dominer dans l'opinion, dans les pays occidentaux? Est-ce qu'il y a une peur de cette nouvelle génération qui s'est peut-être politisée aussi sur la question palestinienne? Le soutien à la cause palestinienne, il est déjà là. Que ce soit en France, où on le voit depuis longtemps, les Français sont favorables aux sanctions contre Israël, les Français étaient favorables à la reconnaissance de l'État palestinien. Et on le voit aussi aux États-Unis, où c'est beaucoup plus marqué, l'opinion de plus en plus négative d'Israël et une opinion de plus en plus favorable vis-à-vis du peuple palestinien. Et la Palestine étant la lutte antiraciste et anticoloniale centrale, c'est évident que ça déplaît à tous les Occidentaux, à tout l'Occident impérialiste, qui en fait est complice de cette colonisation et en fait, du fait de bafouer depuis si longtemps le droit des Palestiniens à l'autodétermination. Et c'est aussi parce que la Palestine, c'est le miroir des hypocrisies de l'Occident. Donc c'est pour ça que ça nous renvoie à l'image de ce que sont vraiment nos gouvernements, de ce que défendent vraiment nos gouvernements, et c'est ça qui est insupportable pour de nombreuses personnes. Mais pour revenir à ce que disait Madame sur la lutte contre l'antisémitisme, en fait c'est très grave parce que cette loi, elle isole la lutte contre l'antisémitisme des autres luttes antiracistes. Or, la lutte contre toutes les formes de racisme
doit être une, et on ne doit pas isoler un racisme d'un autre. Or, les personnes, les rédacteurs de cette loi considèrent que l'antisémitisme est un racisme à part. Et s'il est vrai que chaque forme de racisme a ses spécificités, l'islamophobie, l'anticiganisme, la négrophobie, toute la lutte antiraciste, on ne peut pas séparer comme ça les combats les uns des autres. Et en fait, cette loi, elle est très dangereuse parce que, pour moi, elle met en danger les personnes juives en prétendant les protéger. C'est-à-dire que si vous commencez à les essentialiser, cette loi, elle essentialise les juifs. En fait, elle assimile les juifs à la politique israélienne. Et c'est pour ça qu'elle les met en danger, parce que le stéréotype de la double allégeance, c'est-à-dire que les personnes seraient des juifs français, mais qu'en même temps ils soutiendraient un autre régime qui est le régime israélien, ou un autre État qui est l'État d'Israël, c'est un préjugé antisémite. Et donc c'est très grave de cotiser à ce préjugé en prétendant lutter contre l'antisémitisme. Et d'effacer que l'antisémitisme, c'est ce que disait Madame aussi, à la base, l'antisémitisme, il est dans le monde, les secteurs complotistes, il est à l'extrême droite, il se nourrit de préjugés, de mensonges, d'amalgames, qui sont relayés par ces milieux-là, et on occulte totalement l'histoire qu'a le RN avec le terreau antisémite sur lequel est fondé le RN, qui se félicite bien sûr à chaque fois de ce type de loi, puisqu'il va voter pour, qui sont des lois de répression, ce qui lui permet de se racheter une virginité sur l'antisémitisme et de se faire passer pour un parti sur ce volet-là antiraciste. Alors qu'en fait, ce qui lie le RN et Madame Yadan à travers ce type de proposition de loi, en fait, c'est le racisme anti-arabe, c'est le racisme anti-palestinien et c'est l'islamophobie. Clara, justement sur cette question de l'islamophobie, Atzedek, vous plaidez pour un racisme, vous plaidez pour une lutte antiraciste qui est générale, qui est intersectionnelle, et ça vous est beaucoup reproché justement par la droite et l'extrême droite, qui vous reproche ce soutien à la Palestine. Comment vous le vivez justement, ce genre de séquence ? Nous, on le vit, je pense qu'on le vit déjà mieux que d'autres collectifs qui sont pas juifs, pour qui la répression est 1000 fois plus dure. On pense notamment à Urgence Palestine, qui disent la même chose que nous, mais qui, eux, pour le coup, sont sous menace de dissolution depuis un moment déjà. On pense à des figures comme Omar Assoulni, comme Rima Hassan, qui, eux, sont victimes de leur position antisioniste et en plus d'islamophobie. Donc nous, on le vit, ça nous semble assez paradoxal de pouvoir être victime aussi de cette loi Yadan, qui va réduire aussi nos activités qui ont pour but de lutter contre l'antisémitisme. Je pense par exemple, l'année dernière, on avait organisé un colloque pour les 80 ans de la libération de Auschwitz, qui justement avait pour but aussi de mettre en lien différents faits génocidaires. En fait, ce colloque, qui est quand même un espèce de commémoration pour nous, pour nos histoires, il serait impossible à faire après le passage de la loi Yadan. Donc on le vit assez mal, finalement. Merci beaucoup, Clara et Gabriel Catala, d'avoir été avec nous ce soir. On va continuer. Je peux ajouter une dernière chose, si possible. Bien sûr. Oui, c'est que ce qui est très intéressant, et ce qu'il faut, je crois, mettre en avant, c'est que le gouvernement, en 2023, a publié un plan de lutte contre le racisme, l'antisémitisme et toutes les discriminations liées à l'origine. Donc c'est un plan 2023-2026 de lutte contre le racisme et l'antisémitisme, qui est malheureusement considéré par le gouvernement comme un racisme à part. Et cette semaine, la CNCDH, donc la Commission nationale consultative des droits de l'homme, qui est l'organisme indépendant du gouvernement chargé d'analyser comment ce gouvernement lutte contre le racisme et de quantifier le racisme en France tous les ans. Il y a cet organisme, cette institution rend un rapport, et elle montre dans le rapport là, d'évaluation de ce plan de lutte que le gouvernement est totalement défaillant. Donc en fait, elle rappelle à l'ordre Madame Berger en disant que telle et telle mesure du plan n'ont pas du tout été mises en œuvre. Et c'est là qu'on voit l'hypocrisie de Madame Berger, parce que Madame Berger, elle fait des tweets toute la journée pour soutenir Israël, elle instrumentalise l'antisémitisme toute la journée, notamment pour s'en prendre à la France insoumise. Mais Madame Berger, quand il y a eu une manif avec des néo-nazis à Lyon qui font des saluts nazis, eh bien elle n'a rien dit. Quand on a découvert qu'un attaché parlementaire RN tweetait des propos pro-nazis, pro-Allemagne nazie toute la journée, elle n'a rien dit. Quand il y a eu
révélations sur Quentin Derenc et sur Oui. toutes ses tweets et publications, elle n'a strictement rien dit non plus. Et donc c'est là qu'on voit l'hypocrisie de Madame Berger. Merci beaucoup Gabriel Catala, députée Merci beaucoup. LFI, et Clara du collectif juif décolonial Tzedek d'avoir été avec nous ce soir.